Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au Boulot, le podcast qui explore notre relation au travail. Qu'est-ce que le travail pour vous ? Une activité rémunératrice ? Un moyen d'épanouissement ? Ou un engagement social ? Une corvée peut-être ? On parlera de thèmes comme l'équilibre entre vie pro et vie perso, le rapport à l'environnement de travail et bien d'autres questions qui nous touchent toutes et tous. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute. Au boulot. Et salut William, comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup de m'inviter. Eh ben avec plaisir, William, pour ceux qui écoutent le podcast, normalement ils devraient se dire c'est un nom qui me parle puisque ton nom a lâchement été cité par l'invité précédent, Xavier. Donc tu vas raccrocher les wagons avec son histoire, mais tu vas surtout nous raconter la tienne. Il y a beaucoup à dire. Je te laisse rentrer dans le dur tout de suite. Parle-nous un peu de ton parcours pro. Ça va aller vite, le parcours de début. Parce que moi, pour des raisons familiales, j'ai arrêté l'école très très vite. J'ai arrêté l'école en troisième, j'ai fait une année de lycée. Je n'ai pas eu mon brevet des collèges, c'est dire. Et vraiment, mi-lycée, je commençais à ne plus aller à l'école. Pour des raisons familiales, c'est pas très intéressant. Mais c'est surtout que du coup, il y avait décrochage total. Mais en parallèle, j'étais complètement fan de jeux vidéo. Et à la base, moi, je m'orientais plus vers du journalisme cinéma, enfin plus de la critique cinéma, c'est ce que j'aimais faire sur mon temps libre, entre autres choses. Et j'ai commencé à écrire des petits textes que j'envoyais à des magazines. Pour contextualiser pour les gens, on parle de quelle époque ? Je te dirais que ça devait être vers 2002-2003. C'était en papier, ouais. Oui, je vais avoir 16 ans. Et ouais, donc du coup, complètement paumé au fin fond de Nancy. Enfin, je me dis que je vais jamais rien faire de ma vie. Mais à côté de ça, j'écris et je vais envoyer à plein de magazines papier. Et ça va être le début. Sans jamais y croire, hein, juste pour le fun. Et en parallèle, ma mère, qui voit très bien qu'il y a un truc qui se passe, me dit on va te prendre un PC. Parce que mon père était très très fan d'informatique, donc j'ai un peu baigné dedans depuis que je suis tout petit. Mais on n'est pas passé côté PC. J'étais directement dans les consoles après, et on n'a jamais eu de vrai PC Windows, etc. J'ai eu mon premier PC, j'ai lié les deux, écrire sur PC. Et là, c'est le début de la carrière, on va dire. C'est une époque où tu écris sur papier puis t'envoies des lettres en espérant une réponse de la part des magazines. Ouais, exactement. Et je n'ai rien. T'as rien du tout. Rien du tout. La douche froide. Et avec Internet, par contre, plus simple. Parce que du coup, tu peux envoyer des mails. Okay, parce que là, du coup, c'est vrai que c'est une époque où c'est le début, entre guillemets, d'Internet grand public. Il y en a qui ont Internet depuis quelques années, mais c'est le début de la démocratisation à grande échelle. Donc tu commences à essayer de joindre des rédactions sur leur boîte mail. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on est on a une époque d'ADSL où tu as AOL Online qui se déconnecte toutes les 30 minutes. Et je découvre les premiers forums de discussion. Et surtout, je découvre que certains magazines que je lis ont des forums de discussion, dont le premier qui a fait ça, c'est Gen 4, qui était plutôt connu à l'époque. C'est un magazine papier, surtout PC, et qui est passé console vers 2001-2002 de mémoire aussi. Et je me dis, let's go, je vais intégrer ce forum. Faut vraiment s'imaginer que moi, je vais vraiment pas bien dans la vie, hein. Maintenant, je le sais, mais je suis en dépression de fou. Je fais 180 kilos, je sors pas de chez moi. Enfin, vraiment, un enfer. Okay. Et vraiment, ça me sauve un peu. Et je commence à parler avec les gens. La rédaction était vachement proche de nous, parce qu'elle venait sur le forum discuter et tout. On commence à avoir des petits liens qui se font dans le magazine. C'est-à-dire que tous les mois, tu as ton magazine. Et on commence à dire, venez sur le forum, vous aurez Sky Willy a dit ça, ça et ça. Tu te fais, waouh, trop cool, tu vois. T'as quel âge à ce moment-là ? 16-17, je dirais, vraiment. T'es encore mineur. Je suis pas majeur encore. Il va y avoir ce truc de, je vais écrire des tests sur le forum de ce magazine, des reviews. Et un jour, ils vont en publier une dans le magazine. On a une époque, tu as 16-17 ans, où les clés de jeu dématérialisées, ça n'existe pas. Donc j'imagine que les tests que tu fais, c'est des copies de jeux que tu t'achètes toi-même. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, on est dans du bénévolat pur jus avec zéro bénéfice de ton côté. Clairement. Vraiment, j'y vais à l'arrache. Et il faut s'imaginer qu'à l'époque, il y avait genre 30 jeux qui sortaient par mois. Du coup, on faisait des tests de jeux qui étaient un peu passés sous le radar, en gros. Et moi, je me rappelle que je fais le test, et mon premier test, j'écris sur Une fin de loup, qui était sorti sur PSX et PC. C'était un jeu Coyote que j'aimais beaucoup et que je voyais très peu. Personne n'en parlait. Et comme j'aimais beaucoup la abandonware et le côté historique jeu vidéo, je me suis dit, allez, je le fais. Et ils l'ont publié. Et c'est la première fois que je vois mon nom, mal écrit d'ailleurs, dans le magazine. Et ce jour-là, je vais voir mes potes, parce qu'il y en a quand même 2-3, et je leur montre et je leur fais, les gars, je vais faire ça plus tard. Vraiment. C'était le déclencheur. La suite est amusante, parce que je suis pas majeur. Je vais beaucoup traîner sur Internet. Je vais beaucoup parler avec plein de gens. Et
je sais pas si tu vas devoir biper la société, mais en vrai, je pense que c'est pas grave maintenant, parce qu'en plus, je le dis souvent. Mais en gros, à l'époque, Game One, la chaîne télé, C'est triste, hein, mais ça n'existe plus, on n'a pas besoin de les biper, je pense. c'est clair. Mais ils font leur site internet et c'est le moment du renouveau. Marcus s'en va, il y a tout un renouveau et tout. Et là, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va me demander donc là, c'est peut-être 1 an et demi, 2 ans après. On va me demander est-ce que je veux écrire sur le site. Je dis oui. Et là, je vais devoir faire les news du site. Et je vais devoir aussi retranscrire ce que disent les gens à la télé sur le site internet. Alors pour contextualiser un peu pour les gens, Game One, c'est la première chaîne de jeux vidéo en France. C'est la première fois qu'il y a une chaîne dédiée aux jeux vidéo qui sort en France. À l'époque, c'est CanalSat, si je ne me trompe pas. Et ça a quand même eu assez vite un petit succès. Donc évidemment, qui dit jeux vidéo, qui dit technologie, dit culture de l'Internet derrière, donc visibilité sur le site, etc. etc. Mais du coup, oui, on a cette chaîne qui est la première chaîne de jeux vidéo en France et peut-être même en Europe. C'est une sorte de MTV du jeu vidéo. Et vraiment, on a toute une ère qui est très intéressante, mais très pirate, un peu underground. Ça devient populaire, ça se fait un peu acheter par des éditeurs connus. Donc la chaîne prend un peu elle a de l'argent. Mais par contre, elle a beaucoup moins de liberté. Du coup, il y a certains présentateurs très connus de la chaîne qui vont partir et ils vont devoir refaire toute une équipe. Et c'est pour ça qu'ils refont un site, etc. Et du coup, moi, parce que je navigue un peu sur Internet en discutant un peu avec tout le monde, on m'identifie et on me dit est-ce que tu veux écrire. Donc je dis oui. Donc je vais devoir faire ça, retranscrire ce que disent les gens à la télé comme s'ils avaient écrit le test, ou alors on me l'envoie en amont et je le mets en page. En vrai, à l'époque, c'est génial parce que tu apprends énormément sur la mise en page sur Internet. Moi, je suis pas développeur, mais par contre, je peux vraiment me débrouiller un peu avec du code. C'est le début où le code HTML, les gens ne savaient pas ce que c'était, et moi, je découvre. Donc, le code HTML, c'est ce qui permet un peu de baliser les mots et de mettre en page les mots de façon simple sur Internet. Donc, je fais tout ça. Je me aussi je fais des dernières news, donc obligé de faire de la recherche comme un journaliste. Et sauf que je fais tout ça au black. Je n'ai pas de contrat. Ouais, bah oui, t'es mineur. Eh oui, et en plus, je vais passer majeur entre-temps, mais je suis quand même au black, parce que ça les arrange, on va pas se mentir. Puis peut-être qu'à ce moment-là, ça t'arrange aussi. Oui, c'est ça qui est intéressant. Parce que je suis payé soit en jeu, soit on se débrouille pour m'envoyer de l'argent, en gros, tu vois, un truc comme ça. Et en vrai, à l'époque, faut vraiment s'imaginer que moi, je suis toujours pas sorti de mes galères et que je suis bien content de subvenir aux besoins de la famille, en fait, tu vois. En plus, on est 3 frères et tout, et une mère. Donc, du coup, je vais être un peu celui qui va ramener un peu d'argent, alors que techniquement, je suis celui qui est en plus en galère. Donc, c'est un peu intéressant. C'est des premiers moments où, à l'époque, on va à la NPE, c'était encore la NPE, France Travail, et que tu fais ta déclaration et tu dis pas que tu es journaliste. De toute façon, à l'époque, ça n'existait pas. Même le principe de pige n'existait pas à l'époque. Du coup, tu dis rien. Tu dis que tu es au chômage. Et à côté de ça, tu fais beaucoup plus d'argent que tous tes potes qui sont au lycée, quoi. Et c'est très particulier. Attends, tu veux dire que le principe de pige, alors je comprends qu'à l'époque c'est pas connu dans le jeu vidéo ou même sur des rédactions web, mais le principe de pige n'existe pas, ça veut dire que tu peux pas être pigiste pour Ouest France, La Voix du Nord ou des choses comme ça à l'époque. Je sais pas comment que c'était à l'époque, mais moi je sais que les piges, j'ai pu le dire et l'expliquer à France Travail. Du coup, c'était à Pôle Emploi parce que ça avait changé. Je dirais vers 2008-2009, où il y a eu une vraie case à cocher pigiste. Ce serait intéressant de creuser, voir c'était quoi le statut avant, c'est ça. C'est clair. Avant, ce que tu devais faire, c'était déclarer, tu prenais ce que tu avais gagné et tu le divisais au taux horaire pour imaginer le nombre d'heures. Et c'est comme ça qu'ils faisaient le calcul. Tu déclarais des heures fictives, mais de manière légale. Improbable. Ouais. Et le pire, c'est que des fois, la machine ne marchait pas parce que tu arrivais à la fin de l'année, ils te disaient oh là là, vous avez touché beaucoup trop, vous nous devez tant. Et tu devais aller à France Travail, à Pôle Emploi à l'époque, pour leur dire non, je vous rappelle que je suis pigiste. Ah oui, ça a changé de direction, donc du coup, on savait pas, donc c'est bon, vous nous devez pas ça. Tu passais un temps fou. Okay. Et tout. Et je crois que c'est vers 2010, 2011 où ils ont commencé à vraiment en parler. Et maintenant, c'est plus simple. Et c'est assez récent quand même, hein, mine de rien. Ok. Donc toi, en tout cas, tu es dans cette situation où tu te retrouves à gagner plus d'argent que tes potes mineurs ou peu importe. Tu ramènes un peu d'argent à la maison. Toi, moralement, j'imagine que ça te fait du bien aussi d'être là-dedans puis d'avoir un truc qui te motive le matin. Quelle est la suite? En vrai, je vais faire ça Moi, je dirais que Game One, là, c'était vers 2004-2005 à peu près. Peut-être même un peu plus loin, mais j'étais entre le mineur et le majeur et c'était une longue durée un peu balbutiante entre plein de choses. Et je vais être pigiste sur plein de sites différents jusque justement 2008-2009. Tout au black pour l'instant. Ouais, des fois je suis payé en jeu, des fois je reçois de l'argent. Je vais pas avoir de contrat avant longtemps. Là, je vais combiner deux choses. Je vais combiner la presse papier, qui n'est pas morte, mais qui va bientôt mourir, et la presse Internet.
et ça va être vraiment hyper intéressant. En 2008, je rejoins Weedmedia, qui a 3 sites, dont certains qui existent encore. Ils ont xboxgamer.net, qui n'est plus du tout chez eux maintenant, qui est le nom existe, mais c'est pas eux. Nintendovision.net et playlips.fr. Donc tu vois le truc. Nintendo, Sony et Xbox. Et en gros, pareil, je fais des news, je fais des tests, et là, je reçois tous les jeux gratuitement. Au bout d'un moment, ils créent un autre site à côté, qui d'ailleurs est très mort très vite, et c'est mon premier contrat de pigiste. On me dit, là, tu vas être payé tous les mois pour faire tant de news, tant de tests. Et pour ceux qui ont écouté l'épisode de Xavier, bah, c'est le même problème, c'est-à-dire qu'on va me payer pour que je... Bah, moi, on m'a payé, contrairement à lui, mais on va me payer, on va me dire, il faut que tu fasses tant de choses, tant de choses. Et en fait, c'était pas faisable niveau rythme, parce que j'étais tout seul. C'est l'usine un peu. Ouais, c'était fou. Ouais. Mais par contre, hyper formateur en termes de recherche de news et journalistiquement parlant, quoi, tu vois. Ouais. Mais alors, je me posais la question, ce genre de contrat bit statut, tu as un salaire fixe ou tu as un salaire fixe de base et fonction de ce que tu arrives à envoyer, tu as des suppléments, soit à l'article, soit au nombre de caractères, soit je sais pas comment il fonctionne, mais... Bah lui, c'était vraiment salaire fixe. Et c'est pour ça que c'est pas resté longtemps, parce que rapidement, il m'a dit, mais t'en fais pas assez. Sachant que même que je me levais à 5h du matin, que je passais 4 heures dessus, petite pause, je repassais 4 heures dessus, enfin, je passais mon temps dessus. Et que c'est une époque où tu pouvais pas demander à ChatGPT d'écrire les articles à ta place. Ah non, clairement non. Et vraiment, d'ailleurs, ça se voit maintenant, parce que des fois, quand j'écris, ça m'ennuie, parce que j'ai tellement écrit des choses banales que du coup, c'est d'une simplicité pour moi, mais c'est pas du tout intéressant pour mon cerveau. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de ça, je me sors un peu de ma situation un peu dépressive et tout, donc c'est quand même presque 10 bonnes années, hein. Parce que je me fais quelques amis dans le milieu geek, parce qu'à l'époque, c'est le moment où les geeks commencent à être un peu cool. Et des gens de Dijon me disent, bah nous, on fait un magazine papier, est-ce que tu es intéressé de nous rejoindre? Et j'y vais. C'est une époque où lancer un magazine papier, c'est osé. Ça veut dire qu'il y a un projet spécifique derrière, il y a une vision, c'est pas un truc généraliste, parce que la presse, déjà de base généraliste papier, ça devient compliqué, puis la presse jeux vidéo, globalement, papier, ça n'existe quasiment plus. Et ça va bientôt mourir d'ailleurs. On ne sait pas encore, on le sent, mais ça va bientôt mourir. Et vers 2010, je rejoins donc ce magazine papier qui est RPG Magazine, qui était le concurrent direct de Role Playing Game, qui lui était hyper connu. RPG Magazine, c'était un peu le challenger. Et c'est vraiment l'époque Pix and Love. On voit que la presse papier meurt, donc on va faire de la quali. Et du coup, on s'est mis à fond RPG. Et là, je suis payé à la pige. Donc là, ça devient intéressant. La vraie pige, donc là, en l'occurrence, c'est en fonction du contenu que tu donnes que tu es payé et t'as pas de base fixe. Et j'ai des vraies réunions de rédaction sur Internet, donc c'est marrant à l'époque, sur TeamSpeak ou autre. On fait des vraies réunions sur Skype, mon Dieu. Et vraiment, il y a ce côté du, bon, bah, ce mois-ci, tu vas tester tel truc, tel truc, tel truc. Sauf que la rédac n'a pas forcément d'argent, en dehors de ce qu'ils peuvent nous payer. Du coup, on va soit pirater, on va pas se mentir, soit importer des jeux du Japon. Et pour vous donner un exemple, je me rappellerai toute ma vie de ce moment où j'avais ma DS Tank, donc une grosse console DS portable, où quand je l'ai dépliée, j'avais une R4, donc une cartouche pirate avec FF3 dedans, qui venait de sortir au Japon, Final Fantasy 3. J'avais imprimé le manuel traduit pour le coller sur les bords de la DS pour que je vois à quoi correspondent les menus, et j'ai fini le jeu comme ça, sachant que le 3 n'est pas très bavard, donc c'est pas pour le scénario qu'on va y jouer, de façon à pouvoir sortir un article. Pour ceux qui se rappellent, je ne connais pas exactement la loi, mais sous Sarkozy, il n'y a pas eu beaucoup de belles choses. Mais il y a eu cette chose de... c'était moins cher l'import, d'un coup. Il y avait moins de frais de douane, etc. Du coup, c'était la fête. Et là, c'était... Tu importais tout et n'importe quoi du Japon. Les premiers jeux Naruto sur PS2, les premiers RPG qui sortaient sur DS. Lui, on l'avait piraté, mais on en recevait d'autres. Et du coup, on était pionniers sur. On va vous parler de ce jeu avant tout le monde. Par exemple, j'ai joué à FF12 à sa sortie au Japon. Je l'ai reçu chez moi en France, à Nancy, et je jouais à FF12 avant tout le monde. C'était une dinguerie, quoi. Et j'ai pu écrire dessus, etc. Donc c'était des périodes incroyables, mais ceci, ça paye pas énormément non plus. Si je pouvais te donner un exemple, je pense que par mois, je me faisais 600 €. Alors 600 € de l'époque, c'est pas 600 € d'aujourd'hui, hein. Ouais, mais ça reste bien en dessous du SMIC et pas de quoi vivre, quoi. Clairement, non. T'es encore en survie avec les aides à raccrocher les wagons. Complètement. Et voilà, ça c'est vraiment là où je me suis fait les plus grandes armes. Je vais quitter l'autre site sur internet parce que ils me disent que clairement je fais pas assez de choses. Donc je vais revenir un peu en amateur sur les 3 autres et puis continuer à avoir des jeux gratuits en gros. Mais en vrai, à l'époque, ça te permet de vraiment gagner de l'argent tous les mois quand tu es passionné parce que tu ne mets plus d'argent dans ta passion. Donc on va pas se plaindre de ça. T'économises sur l'achat de jeux, puis derrière, tu fournis du contenu, quoi.
Ça rapporte quand même pas à manger dans le panier de courses. Non. Et ce que j'ai fait pour gagner de l'argent, c'est que du coup, vers 2010-2011, donc j'ai un peu je suis un peu fixe. En gros, je gagne de l'argent, je commence à me sortir un peu de mes démons perso. Bon, bah, qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie? Bah, l'école. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en cours du soir, je vais passer le bac. Donc, c'est un DAE-A, exactement. C'est pas vraiment le bac, mais c'est une équivalence. Et je vais faire ça pendant un an, en me disant, bah, après ça sera beaucoup plus simple de trouver du travail. Parce qu'encore une fois, on parle d'une époque où avoir le bac, ça faisait vraiment la différence sur le CV. Alors qu'aujourd'hui, bon. Donc là, tu étais vraiment à travailler la journée sur tes piges, tes articles, ta rédaction, et travailler le soir sur tes cours et ton obtention d'équivalence de bac. Je me permets d'un petit retour en arrière. Tu disais tout à l'heure, tu as arrêté l'école pour des raisons familiales. Surtout, ça veut dire que c'était pas forcément un choix de ta part à ce moment-là, à cet âge-là, d'arrêter l'école. C'était une situation qui a fait que tu as dû arrêter l'école. Et ça a été un vrai. En fait, je pense que maintenant, c'est ça qui m'avait plombé le plus. Et d'ailleurs, dans mon boulot actuel, ça m'aide beaucoup à aider les plus jeunes. Parce que moi, j'ai toujours été plutôt bon à l'école. Mais ce qui me rendait mauvais, c'est parce qu'on déménageait énormément. Et qu'à chaque fois, j'avais des décalages et j'étais paumé. Et là, avec ce. Bon, en gros, c'est le décès de mon père. Ça a été un enfer dans la famille. J'ai dû tout gérer. Bah, je gérais beaucoup de choses. Parce que si mes frères m'entendent, ils vont râler. C'est pas vrai. Mais j'ai dû gérer beaucoup de choses étant l'aîné. Et, et du coup, c'est vrai que ça m'a bousillé un peu l'école. Et du coup, bah oui, t'as d'autres choses à gérer que d'être bon à l'école. Ça, plus rapidement, tout ce qui est grossophobie, harcèlement au collège, ça a fait un beau melting pot de j'en ai assez, je ne suis plus bon à l'école, je n'y arrive pas. Et voilà, c'est surtout pour ça. Mais oui, du coup, j'avais ce côté un peu, ah, j'ai raté ça quand même, je pense que j'avais la capacité de. Et je pense que c'est pour ça que dès que j'ai pu être un minimum stable, je me suis dit, let's go, passe ton DAEA, au moins tu seras fier de toi. Donc là, revanche perso, Ouais, tu as obtenu ce truc-là quand même. ouais, 11. 11 sur 20. Tu Mais l'as eu, voilà, mais je l'ai c'est eu. ça qui compte. Et surtout, en vrai, ça c'est hyper intéressant, je pense, pour toi, c'est que ce DAEA, je l'ai fait parce que je voulais avoir ma revanche et que je voulais continuer à trouver du travail. Mais en vrai, j'y ai découvert des profs que je n'avais jamais vus parce que je n'étais jamais allé à l'université. Et que je me suis redécouvert une passion pour la lecture que j'avais quand j'étais petit, que j'avais complètement zappé. Je me suis redécouvert une passion pour l'écriture de thèses, enfin oui, oui, c'est ça, oui, des choses que tu ne fais pas quand tu es mauvais élève en quatrième et en troisième. Vraiment, au-delà de la philo, plus le côté rédactionnel de savoir faire des études de texte, etc. Et c'est ce qui a fait le 11, hein, parce qu'à côté de ça, la géographie, j'étais très très mauvais. Et ouais, ça m'a encore maintenant, je pense que je remercierai jamais assez ces gens qui m'ont donné ça, parce que à tel point que quand j'ai eu le DAEA, j'ai quand même testé la fac. Je suis allé en fac, j'y suis resté 3 mois. C'était trop dur. T'as fait quoi comme formation à la fac? Alors j'ai fait lettres classiques au début. C'était super dur. On m'a dit va en lettres modernes. C'était moins dur, mais j'étais déjà séché en mode il me manque tout le lycée en fait. Je ne sais pas comment on travaille dans ces eaux-là. Puis j'étais avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, donc etc. Est-ce que tu penses que c'est lié au bagage qu'on apprend au lycée ou est-ce que tu penses que c'est lié à une méthodologie de travail qu'on apprend au lycée? Je pense que c'est un peu des deux. J'avais pas la méthodologie, je comprenais pas comment ça fonctionnait. Du coup, le temps de me mettre dans le bain, ça a été long et vraiment ennuyant. Mais il y avait aussi le fait que bah, moi, je gagnais un peu ma vie. J'avais déjà beaucoup écrit. Du coup, des fois, j'allais dans des cours où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Il me raconte les bases et je m'ennuie. Et juste après, j'avais un cours où j'étais complètement largué et que c'était trop dur. Et c'est ça qui m'a fait capoter, je pense. Et du coup, j'ai mon DAE. Je me dis, bah, let's go, on peut se trouver du travail. On est en juin, j'ai mon DAE. Quelle année à peu près là du coup? On est en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je me dis, let's go, tu cherches autour de toi au début. Privilège, j'ai pas envie de trop sortir de chez moi, je suis bien, je sais que je vais continuer à écrire, donc j'ai envie de pas trop sortir de chez moi. À côté de chez moi, il y a mon collège, c'est mon collège d'enfance. Et ils disent, ok, on cherche un assistant d'éducation. Donc c'est un pion. Je me dis, oh, CDD, mi-temps, je me dis, ah, ça va compléter ce que je fais à côté, trop bien. Vas-y, tu te lances. Faut savoir qu'à l'époque, je suis terrifié. Je sais pas parler aux gens. Aller chercher une baguette de pain, c'est un enfer pour moi. Enfin, vraiment, l'anxiété est énorme. Mais je me dis, t'as pas fait tout ça pour rien. C'est à côté de chez toi. Tu connais les lieux. Let's go. Je postule en juin pour la rentrée de septembre. Est-ce que tu penses a posteriori ou est-ce que c'est moi qui projette que en plus le fait que ce soit dans ton ancien collège, il y a une forme de revanche sur le passé qui vient te chercher? Bien sûr, évidemment. Je pense que j'ai pas fait exprès. Mais que oui, c'était le Oui, but. c'est ça, c'est pas forcément conscient, mais quelque part ça vient clôturer quelque chose quoi. J'en suis sûr. Ce qui est intéressant, c'est que donc là, on est en juin quand je postule et j'aurai la réponse parce que l'école est escalée vers août-septembre, enfin juillet-août.
Et bah, moi, donc voilà, j'ai ça. Et en même temps, ça c'est complètement parallèle, dans le monde du jeu vidéo, il y a un grand chamboulement en 2011. C'est que du coup, il y a l'avènement du jeu indépendant. Parce que du coup, tu as des jeux comme Super Meat Boy, Limbo, Bastion, des jeux qui sortent, que je teste, et je me dis, mais c'est incroyable ce qui se passe là. Il y a des petits gars dans leur garage, ils peuvent faire un jeu vidéo, le balancer sur Steam, qui est une plateforme de téléchargement de jeux, payante, enfin, tu payes tes jeux, quoi, c'est légal. Et je me dis, mon Dieu, il se passe un truc, c'est incroyable. Et je commence à en parler. Et là, on est aussi au début des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Donc j'en parle, j'en parle, j'en parle. Et là, je commence à quitter un peu certains endroits. Donc je commence à quitter un peu les 3 sites dont j'ai parlé, commence un peu à planter parce que ça me donne pas d'argent, ça me donne juste des jeux et que c'est un peu en mode automatique. Le magazine va couler, malgré un rachat par Ankama, il va couler quand même. Donc du coup, le timing est horrible. C'est-à-dire qu'au moment où je me dis, ah j'ai mon DAE et je vais pouvoir bosser, en même temps il y a tout qui s'écroule. Et bon, je peux le citer, lui c'est cool. Sur Twitter, moi je me fais un blog sur Gameblog à l'époque qui parle de cinéma, comme quoi je suis revenu là-dessus. Et de temps en temps, je reparle de jeux vidéo. Et évidemment, je parle de jeux vidéo indépendants. Et évidemment, les gens sont intéressés. Alors qu'on est vraiment à l'avènement, Xbox 360, les gros jeux, ça y est, c'est parti quoi. Le jeu vidéo est C'est populaire. ça, j'allais dire, pour contextualiser un peu pour les gens, de la même manière que les plateformes de streaming pour la musique, ça a apporté la possibilité à Monsieur Tout-le-Monde, avec peu de budget, de faire des super produits, puis d'essayer de se mettre en avant. Après, il y a toute la question de comment tu te fais connaître, puis comment tu as de la visibilité, mais de quelqu'un dans son garage faire son truc et le publier, et exactement de la même manière dans le jeu vidéo, avec l'arrivée d'Internet et du dématérialisé. Plutôt que d'avoir besoin d'un éditeur pour passer chez quelqu'un qui va imprimer tes cartouches, tes DVD, tes Blu-ray, peu importe, et d'aller en boutique, et donc d'avoir un projet qu'il faut financer, qui coûte de l'argent, etc., etc., tu peux être tout seul, faire ton jeu et le publier sur des plateformes en ligne et espérer avoir de la visibilité, faire le travail qu'il faut pour avoir de la visibilité et décrocher la lune pour les meilleurs et les plus chanceux, évidemment. Et à l'époque, tu as quand même deux mondes. Tu as le monde Micromania où tu as les versions boîte, et tu as le monde en ligne où vraiment il ne sort pas plus de 30 jeux quand même par mois, quoi, au tout début en 2011. Et du coup, donc, je suis sur Gameblog, je parle de jeux vidéo, et on est sur Twitter. Et ce fameux Julien Chiez, que ceux qui sont dans le jeu vidéo connaissent bien comme ayant été un journaliste. Et c'est marrant parce que quand j'étais à Game One au Black, je réécrivais ce qu'il disait à la télé sur le site. Donc il y a un suivi involontaire. Ce fameux Julien Chiez sur Twitter, je parle de jeux vidéo indépendants, il parle de jeux vidéo, je l'interpelle en disant bah ce serait vachement de parler de jeux indépendants. Et il me dit, mais d'une façon assez sèche et hautaine, bah, le jour où tu en parleras avec autant de ferveur que moi, ou un truc comme ça, promis, je te mettrai en avant. Et je suis en mode, mais de quel droit tu me dis ça? Enfin, je veux dire, qui es-tu? Et du coup, il y a ce tweet qui m'ennuie, et je me dis, mince, plutôt que d'attendre que les gens fassent quelque chose, bah, en fait, on se prend la tête avec mon petit frère. Lui, c'est un artiste, mon petit frère. Et je lui dis, ah, on devrait faire un truc. Il avait déjà fait un peu des petits visuels de mon blog sur Gameblog et tout. Et on commence à se dire, viens, on fait un site. Viens, on fait un site internet de jeux vidéo. Et c'est comme ça qu'on va créer en 2011 Game Side Story, qui est basé, le titre est basé sur West Side Story, la comédie musicale, parce que je suis passionné de comédie musicale. Et on va lancer Game Side Story en 2011, au même moment où moi je postule pour bosser au collège. Et ce qui va se passer, c'est que vraiment en 3 semaines, le site y prend. Vraiment. À la base, le site internet, c'est juste, je fais des news de jeux indés. Je contacte des jeux indés avec mes petites mains et par mail en disant est-ce que ça t'intéresse qu'on t'interviewe et qu'on décrive c'est quoi ton jeu, etc. Il me dit oui. Et je vois qu'il y a un boulevard, vraiment. Et là, il faut toujours s'imaginer que moi, je suis full complexé, anxieux, je comprends pas ce qui m'arrive, mais j'y vais à fond. Et encore maintenant, je ne comprends pas comment j'ai fait ça. Mais je pense que c'est un peu quand t'as plus rien, tu y vas à fond et tu vois ce qui se passe, quoi. Mais à l'époque, c'est boulevard. Et un de mes premiers tests aussi, c'est que je voulais absolument parler de gros jeux quand même. Je voulais pas être full indépendant. Je me dis juste, on va inverser la tendance. On va parler des gros jeux quand on le veut. Par contre, on va un peu s'obliger à être curieux et à parler de jeux indépendants. Tu dis on à l'époque, t'es tout seul avec ton frère. Ouais, je suis tout seul avec mon frère. Là, en gros, peut-être 2-3 semaines après la sortie de Game Side Story, il y a VVVVVV qui sort. Et on est un des premiers à en parler. Et ça explose. Genre vraiment trop bien. Et peut-être un mois après, il y a Sanctum qui sort. Et Sanctum, ceux qui connaissent ce jeu vidéo, c'est important parce que c'est un jeu de défense en la première personne. Et le truc, c'est que ce jeu-là est le premier jeu des gens qui vont faire God Simulator, Deep Rock Galactic, qui vont être des gros, gros, gros jeux. Sauf que, bah, nous, on est là dès le début, quoi. Et nous, on le sait pas à l'époque qu'on suit ces gens qui sont précurseurs. Du coup, ce qui va être la force de Game Side Story, c'est qu'à chaque fois, on va être au même niveau qu'eux, on va les suivre et on va toujours avoir la priorité. Mais encore une fois, pendant au moins 4-5 ans, jamais je ne me rendrai compte de ça.
parce que je ne verrai pas tout de suite le fruit de ça. Bah, puis tu peux pas savoir que c'est des petits studios à l'époque et tu peux pas savoir qu'ils vont exploser en fait. Donc c'est trop cool d'avoir été là au début. Pareil, 2-3 mois après Game Side Story, l'existence de Game Side Story, j'achète un iPod parce que n'ai pas les sous pour acheter un iPhone à l'époque. Mais j'ai envie de jouer à des jeux vidéo mobiles parce que je me dis, il y a un truc qui se passe. Il y a un Angry Birds qui vient de sortir et ça explose. C'est fou de se dire ça. Et ben, c'est trop bien parce que du coup, c'est la porte ouverte. J'ai mon iPod, je peux jouer à tous les jeux mobiles avant tout le monde parce qu'on me les envoie, etc. Parce que les gens, ils attendent que ça, qu'on en parle. Et je vais avoir un canal privilégié avec plein d'indépendants du jour au lendemain. Trop cool. Donc là, tu te lances vraiment sur, à l'époque, ce qui est une niche. Aujourd'hui, sans être une niche, c'est pas la couverture majeure, mais ça reste quand même beaucoup plus gros que ce que ça ne l'a été. Comment tu continues avec ce projet? Parce qu'il faut le financer. Toi, derrière, t'es surveillant en collège, mais Pas il va encore. quand même falloir faire rentrer des sous. Ah non, pas encore, en plus. Ok. Et c'est là où l'histoire est folle. Et je pense que personne ne doit faire ça. Vraiment. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Mais Les enfants, n'écoutez pas William. en tout cas, les jeunes, ne faites pas ce que j'ai fait, malgré le fait que vous pensiez que ce soit une bonne idée. Je fais Game Story, ça explose, et je me rends compte en juillet-août. Et là, mi-août, j'ai le collège qui m'appelle et qui me dit, vous êtes pris. Et je fais, mais comment je vais faire pour combiner? Et le truc, c'est que Game Story ne m'apporte pas d'argent. Par contre, m'occupe beaucoup, prend beaucoup de mon temps, mais du temps passionnant. Là, j'ai 20 quelque chose, je suis vraiment plein d'énergie, j'y suis à fond. Mais je me dis, bah ouais, mais t'as quand même besoin d'argent, donc vas-y. J'y vais. Et là, je vois que c'est un CDD. Et en plus, c'est à mi-temps. Donc, je prends. Et donc, GSS va rester gratuit. Spoiler, il sera toujours gratuit. Et surtout, il ne va jamais me ramener d'argent. Spoiler, il ne me ramènera jamais d'argent. Mais en parallèle, j'ai ce taf de surveillant au collège. Au début, c'est un CDD. Et comme c'est un CDD à l'éducation nationale, t'es plutôt bien payé. Donc, je crois que j'étais encore à 800, quelque chose comme ça. Puis après, ça passe en CDI et je suis à 1200, puis 1400. Ça se finira à 1300 quelque chose. Et en T'es fait, toujours à mi-temps à 1400 ou... non, en fait, c'est Ouais, compliqué au c'est ça. collège à l'époque, c'est qu'en gros, j'ai un trois quarts, on va dire ça comme ça. C'est qu'en gros, comme c'est des heures complexes, et qu'en plus, tu es obligé de rester le midi pour la cantine des élèves, et que tu es obligé de rester en études dirigées et tout, T'as des heures qui comptent double ouais, ou peu c'est ça. importe, mais Et tu as des heures en moins, etc. Et surtout, tu prends pas de vacances quand tu bosses en collège, tu prends les mêmes vacances que les élèves. Du coup, ça aussi, ça te permet d'avoir des bonus. Et c'est très bien parce que les salons, ils étaient en été. Donc, du coup, moi, ça m'allait très bien. Les grands salons de jeux vidéo, ils étaient en été. Donc, tout se combine bien. Et en gros, ce boulot-là que je vais faire de 9h à midi ou de midi à 16h et plus tard, enfin 2 ans après, de 9h à 18h, va me permettre de vivre. Et en parallèle, je rentre le soir à 18h, je mange un truc, je me pose devant le PC et hop. Et le truc que j'ai fait c'est là où je dis vraiment déjà c'est pas bien de faire à ce point un rythme endiablé, c'est qu'en plus on était à peut-être un article tous les 2 jours et c'est beaucoup. Un vrai article, hein, pas des news. On écrivait des news aussi, on mettait en page, enfin des contacts aux devs et tout. je repose la même question. Tu dis vous êtes toujours que toi et ton frère. On va être, on va être que deux. Et au moment de la rentrée, il y a quelqu'un qui va nous rejoindre en tant que rédacteur parce que, bah, pareil, il m'a connu sur le blog de Gameblog, il a vu ce que j'ai fait et il m'a dit, moi, ça m'intéresse d'écrire. Et là, ça va faire boule de neige. Tous les 3 mois à peu près, j'aurai quelqu'un qui sera intéressé pour venir écrire. Et surtout, je vais avoir des développeurs qui vont vouloir faire leur carnet de bord directement sur le site. Du coup, ça fait du contenu de qualité. Et même si je vais toujours écrire 80% du texte, ça n'empêche que je vais me sentir soutenu, ne serait-ce qu'en relecture, etc. Et bah ça, c'était passionnant, quoi. Trop cool, mais alors effectivement, tu as un rythme qui est quand même assez effréné. Je sais pas combien ça te coûtait, probablement pas une fortune, mais n'empêche qu'un hébergement de site, ça coûte quand même de l'argent. Mm. Et derrière, tu es donc toi en temps partiel à l'éducation nationale. Une fois que ton CDD est fini, il se passe quoi? CDI. Et là, CDI, c'est super. En plus, à l'époque, je suis avec quelqu'un, donc on vit à deux. Donc elle fait des études. Donc autant vous dire qu'au début, c'est encore moi qui subviens aux besoins de tout le monde. Mais je me dis, elle fait des grosses études. Donc je me dis, ah, trop bien, plus tard, ça va être cool et ça vaut le coup. Et puis de toute façon, bah voilà, hein, l'amour. Et ouais, j'ai mon CDI. Donc je suis à 1200, 1300. Et bon, on va vivre comme ça pendant 5 ans. Et encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est que comme je reçois tous les jeux que je teste et que c'est ma passion principale, bah en vrai, je m'en sors super bien. Tu as peu de dépenses plaisir en fait. C'est clair. Et du temps non plus. Donc en vrai, bon. Pour donner un exemple très connu de Game Story, c'est qu'on a été les premiers à parler des Skylanders. C'était des petites figurines de personnages qu'on plaçait sur un périphérique qui était branché aux consoles et qui permettait de faire apparaître les personnages des figurines dans les jeux vidéo. Je suis tombé dessus par hasard, j'ai adoré.
Et j'étais un des premiers à faire des guides et tout expliquer, comment ne pas se faire avoir, qu'est-ce qu'il fallait acheter et tout. Et la première année, c'était une folie parce qu'il y avait même un personnage qui était vendu rarement, qui était revendu après à 600-700 € sur les sites. À l'époque, c'était sur eBay. Maintenant, c'est un peu moins eBay, c'est plus Vinted. Mais tu vois, c'est un exemple de ça, de ce qui a parcouru Games Story. On a fait tous les jeux de 2014, je crois, le premier, 2013, à 2019, 2018. On a fait tous les Skylanders. Et pour exemple, ça avait beau être un site indépendant, je me rappelle de ce jour où je rentre du travail, j'ai un énorme carton devant moi et ma copine de l'époque me dit: «On a reçu ça aujourd'hui, je ne l'ai pas ouvert, je sais pas ce que c'est». Je l'ouvre, j'avais toute la collection Skylanders envoyée par Activision qui m'a dit en gros, tu sais, je galérais à avoir un Call of, alors je m'en fichais, mais un Call of, si je le demandais, je l'avais pas. Par contre, je recevais 800 balles de figurines Skylanders juste pour que j'écrive un énorme article. Call of, ils ont besoin de personne pour en faire la pub, ça se vend tout seul. C'est ça, et surtout à l'époque. Et c'était une dinguerie. Et le fait d'avoir été sincère dans toute cette démarche m'a permis d'accéder à plein de RP de l'époque, des communicants de certains studios et éditeurs qui sont devenus, qui sont aujourd'hui, on en parlera plus tard, mes amis, quoi. Parce que c'était toujours: ah bah en fait, on a envoyé à toute la presse principale, il nous reste un peu ça, est-ce que tu le veux? Bien sûr, on va prendre. Ce que j'entends dans ton parcours qui est quand même assez fou, c'est que tu es parti de nulle part, tout seul. Puis en fait, petit à petit, en étant au bon endroit, en faisant les bonnes choses, en te démenant pour être un peu visible, pour faire tes trucs aussi dans ton coin, parce que toi, tu es passionné, puis tu voulais partager. Au début avec la presse, après en travaillant avec des gens de chez Game One, après en travaillant avec des gens d'autres sites web, après en faisant ton truc à toi, etc. En fait, tu commences quand même à avoir un réseau super solide. Et chez les développeurs, et chez les professionnels du monde de la presse et du jeu vidéo. C'est cool de voir qu'en démarrant de nulle part, avec le temps et de la persévérance, t'as quand même creusé un super beau trou. C'est intéressant que tu dis ça parce que ça, je ne me rends compte que depuis l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est un peu grâce à Xavier. Je fais un peu un voyage dans le temps, mais du coup, oui, ça fait que depuis l'année dernière que je me rends compte de ce réseau. Avant, je ne me rendais pas compte, et ça, c'est complexe de l'imposteur, avec toutes tes peurs et toutes tes anxiétés, toutes tes angoisses qui font que tu ne vois que le négatif et tu te rends pas compte du positif. Et donc là, oui, via une psychanalyse et plein d'autres choses, je m'en suis rendu compte. Mais ce qui est intéressant, c'est que je crois que c'est parce que je ne me rendais pas compte que j'y arrivais. Je pense que si je m'en étais rendu compte, j'aurais agi différemment. J'aurais peut-être maximisé mes chances ou j'aurais fait des choses. Là, j'y allais juste au feeling parce que je me disais de toute façon, ça marchera pas. Et j'arrivais pas à tirer bonheur de tout ce que je gagnais à l'époque. C'était impossible. D'ailleurs, je mettais beaucoup plus d'entrain dans ma carrière en éducation nationale que, que sur le site. Et de l'autre côté, tous les ans, j'allais à la Gamescom, qui est le plus gros salon de jeux vidéo, surtout pour l'indépendant, à Cologne, en Allemagne. J'y vais depuis 2013. La première fois, c'était une folie d'être invité. Et puis après, tous les ans, on payait notre place pour y aller. Et je voyais des développeurs, je voyais plein de gens. Et je le voyais bien que ça augmentait. Mais dès que je revenais de la Gamescom, ah mais non, mais je suis William au fin fond de Nancy, qui ne sert à rien, etc. Et j'avais besoin de ce shot tous les ans de Gamescom pour me rendre compte de quelque chose. Mais sans ça, je pense que non, je me rendais pas compte, vraiment pas. Ok, donc là, tu es toujours en mode éducation nationale, Game Side Story. On sait qu'il va se passer quelque chose via l'épisode de Xavier, mais est-ce qu'il y a un entre-deux? Est-ce qu'on est Ouais. directement à ce moment-là? Raconte-nous un peu. Ça se passe mal au collège vers 2018, donc je serais resté longtemps, je serais resté 5 ans. Et ça se passe mal parce que ça c'est typique, c'est le chef d'établissement change et veut sa propre équipe. Du coup, je me fais plus ou moins dégager. En gros, on me repropose un CDD. Moi, ça ne me va pas parce que je suis très investi. Ça veut dire qu'ils peuvent mettre fin à ton CDI quand il y a un changement de direction. Ouais, en fait, les CDI de assistant d'éducation, c'est que je crois qu'à l'époque, c'était que 3 ans. Et si tu voulais un renouvellement, il fallait une bonne raison et il a demandé au ministère, etc. Et lui, il s'est servi de ça. En fait, t'as pas le droit de faire trop longtemps surveillant. Je trouve ça toujours intéressant de mettre les détails là-dessus parce qu'il y a tellement de spécificités, notamment dans le public, sur les conditions de contrat et choses comme ça, qu'on ne se rend pas forcément compte de l'extérieur quand on ne connaît pas le système. Donc c'est un CDI qui n'en est pas vraiment un. De mémoire, et je pense que tu pourras vérifier, je crois que le contrat, il peut être que de 3 ans et le maximum, c'est 6 ans. Si jamais tu as eu des CDD à côté, mais le CDI, lui, le CDI, entre guillemets, il peut être que de 3 ans. Ouais. La fonction CDI, en fait, mais c'est un CDD finalement. Et comme tu as eu des CDD 6 mois avant, ça compte dedans et tout, mais en gros, tu peux pas dépasser 6 ans. Et moi, il me restait 1 an et ça m'allait bien. Du coup, je me dis, let's go, je veux faire 1 an de plus. Et le gars me dit non, Ouais, il n'a pas envie, quoi. Okay. clairement. Je ne te cacherai pas qu'il y a une agrafeuse qui a volé à un moment donné, parce que j'étais vraiment pas content.
Mais j'ai fini ça. Mais non, mais il y avait des raisons. Le gars était vraiment pas une bonne personne et vraiment, c'était pas fou. Et on bossait avec des enfants et je voyais très bien ce qu'il faisait avec du côté de la pédagogie avec les enfants. Et j'étais un peu trop concerné dans mon travail, ce qui sera toujours un défaut chez moi et en même temps une qualité. Du coup, je le prenais vraiment à cœur. Et du coup, je vois que c'est mort, donc je me dis bon bah, je m'en vais. Il me propose quand même un CDD. Je fais bah non quand même. À un moment donné, respectez-vous. Donc et puis moi, je vais me respecter. Donc je m'en vais. Et là, je me suis dit bon bah au pied du mur, qu'est-ce que je fais? Et j'ai un pote à moi qui est freelance à l'époque, qui a fait sa petite boîte en auto-entreprise, qui fait du conseil en rétro gaming, donc rien à voir. Je le vois et je me dis bah tiens, pourquoi je fais pas ça pour les studios? Et du coup, en parallèle de Gamesa Story, je vais commencer à aider des studios, évidemment que je ne mettrai plus sur Gamesa Story en amont, pour leur dire ce qui va pas dans leur jeu. À l'époque, je sais pas ce que c'est ça, je te propose juste. Et en gros, c'est un jeu qui n'est pas sorti. Je vais l'étudier et voir son potentiel. Est-ce qu'ils ont raison de continuer ou pas? Qu'est-ce qu'il va avoir comme note à la sortie potentielle? Comment on devrait communiquer autour? Et ça prend. Vraiment, 2016-2018, ça prend. Je vais aussi faire pas mal de traductions pour des jeux indépendants, parce qu'ils en ont besoin, surtout en français. Et ça prend. Traduction de quelle langue vers le français? Anglais vers français, généralement. C'est marrant parce que ce travail de conseil, entre guillemets, autour de la sortie d'un jeu vidéo, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est quelque chose qui est excessivement nouveau à cette époque. C'est un métier qui est en pleine création, qui est nouveau, c'est un besoin qui est nouveau. Aujourd'hui, c'est assez commun. Bah, c'est typique de l'indé, c'est-à-dire que, pour la faire courte, mais c'est un peu intéressant de le dire, je pense, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu le jeu vidéo, c'est que tous les gens qui vont graviter autour de l'indépendant, surtout les publishers, donc les éditeurs de jeux, ceux qui donnent de l'argent aux développeurs pour faire les jeux, ils se sont constitués sur de l'opportunité. C'est du pur opportunisme. Il n'y en a pas un qui a des compétences de publishing. C'est juste, bon bah moi je fais de la distribution, bah tiens on va faire du publishing. Oh bah moi je fais de la traduction, tiens on va faire du publishing. Parce qu'ils y voient quelque chose, où se faire de l'argent. Ce qu'on paye aujourd'hui avec la crise des publishers, d'ailleurs, c'est ça. Mais et du coup, oui, il y a tout à créer. Et moi, je fais ça pour les éditeurs. C'est ce qui me passionne le plus. C'est génial. Tu reçois un jeu en avance, avant tout le monde. Tu peux pas en parler, donc il y a le truc un peu mystérieux. Et en plus, tu l'étudies, tu as tes crédits dans le jeu. Et à la fin, si ça se trouve, le jeu est meilleur grâce à toi. Je fais ça pendant 2 ans. Là, on va arriver proche du Covid. Ah, je fais ça même plus longtemps parce que c'est pendant le Covid. Le Covid tombe, 2020. Et là, bon, j'ai des petits boulots à côté. Je vais faire des petits boulots en labo aussi parce que ma copine, elle est en labo. Et du coup, des fois, ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, c'est marrant. J'ai fait plein, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait plein de petits boulots de ranger des rayons. J'ai tenté de passer mon permis pour les chariots élévateurs, là, dont j'ai perdu le nom. Enfin, j'ai fait plein de trucs à côté parce que je cherchais du taf et que j'en trouvais pas. Ça, c'est après ton contrat de surveillant, en fait. Avant, après, tout le temps. Donc, tu es tout le temps en train de raccrocher C'est ça. les wagons pour avoir un chèque à la fin du mois, payer les factures C'est et un ça. panier de courses. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure parce que c'était trop passionnant le côté journaliste, mais oui, il y a eu ça à côté pour sauver. Et toujours des petites missions d'un mois, 2 semaines et tout. Ranger des rayons de papier toilette. Alors on croit que c'est léger, c'est insupportable, le papier toilette à ranger. Mais vraiment, j'en ai fait des trucs fous. Et là, ça sera mon dernier petit travail, on va dire. C'est je suis en labo et puis tu fais des tests sur des vers de terre, pour tout te dire. Et ça paye bien. Donc voilà, je fais des petits travails comme ça. Et en parallèle, j'ai ce truc de consultant. Tombe le Covid, forcément moins de petit travail. Mais par contre, gros sujet sur de la consultation. Et je le fais pour Plugin Digital. Plugin Digital qui est un distributeur, qui est à Montpellier, et qui a aussi sa fonction éditeur avec le label Dear Villagers, qui lui va éditer le jeu Nullbuck. Ils me contactent pour Nullbuck, ils me disent est-ce que tu es intéressé? Autant vous dire que moi, Nullbuck, j'aime pas du tout. Alors, Nullbuck, c'est pareil pour ceux qui ont été sur Internet début 2000. C'est un truc qui a commencé avec des histoires juste en MP3, en fait, qui étaient distribuées librement sous format un peu univers Donjons et Dragons, mais très humoristique, avec un humour, on va dire, tranchant. Ça vieillit, quoi. Ouais, ça a vieilli, puis c'est vraiment très... Ah, c'est Internet 1.0, quoi. C'est ça, bon, c'est pas les choses dont on est forcément le plus fier au niveau francophone culturellement aujourd'hui, mais ça n'empêche que c'est une grosse partie de l'histoire d'Internet de début 2000, et ça a évolué, il y a des bandes dessinées, il y a des jeux vidéo, il y a pas mal de choses, il y a toute une licence maintenant, alors qu'au début c'était juste probablement un gars dans sa chambre qui faisait juste avec un micro des conneries et qui distribuait librement. Et c'est fou parce qu'avec Nullbuck, alors que je n'aime pas ça, j'ai toujours eu un lien, parce que à RPG Magazine, le rédacteur en chef était ami avec le créateur de Nullbuck. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais sur les sites d'abandonware dont je vous parlais et que je traînais sur Internet au début,
une des personnes avec qui on discutait, c'était Marion Poinceau, qui est la dessinatrice de Nullbuck, qui est donc restée une amie. Et là, j'arrive et on me dit, est-ce que tu veux bosser sur Nullbuck? Je fais, mais c'est fou quand même, le destin. Et ouais, on m'envoie, au début, j'ai pas envie. On me dit combien, et tout de suite, j'ai très envie. Tout le monde a appris. On me dit vraiment de jouer à un jeu. En vrai, j'ai joué 30 heures à Nullbuck, même plus, je crois que j'ai joué 40 heures. Mais alors vraiment, c'était trop bien payé. Je crois que je gagnais. Alors ça vaut. En fait, je dis trop bien payé, mais pour l'époque, moi, c'était fou. Je crois qu'ils m'ont payé 3 000 euros, 2 500 € la mission. À l'époque, pour moi, c'est fou, quoi. Je me fais 2 fois mon salaire du collège en un coup, en une semaine intense de travail. Let's go. Donc j'ai ça qui tombe pendant le Covid. Et j'ai aussi, ça c'est encore un truc de fou, à force d'aller au salon, je rencontre pas mal d'éditeurs. Et là, j'ai un ancien développeur qui est passé producteur de jeux vidéo chez Microids, qui est un éditeur français de jeux vidéo, qui bosse sur Qui veut gagner des millions, nouvelle édition, avant que ce soit annoncé, et qui me dit, William, on a besoin de quelqu'un qui nous écrive 30 000 questions. Et je fais, let's go. Ils t'ont mandaté pour écrire des questions pour le quiz de Qui veut gagner les millions. C'est marrant, j'aurais pensé qu'ils avaient une espèce d'encyclopédie de questions et de trucs qu'ils allaient piocher à droite à gauche. Ok. Et là, je vais donner une exclue incroyable, qui est très drôle et que Xavier d'ailleurs sait, mais que beaucoup de gens savent autour de moi, c'est le mode enfant de Qui veut gagner des millions qui est sorti récemment sur console, enfin récemment, il y a 4 ans maintenant, 4-5 ans, c'est moi qui écris toutes les questions. Et du coup, tous les streams que tu as vus avec tous les influenceurs connus qui rigolaient sur le mode enfant parce que le mode normal était trop dur, c'est mes questions. Donc les fautes, c'est de ma faute. Les questions un peu bizarres et avec les jeux de mots, c'est de ma faute. Et vraiment, c'est mon secret depuis 5 ans. À chaque fois, je me marre de savoir que Squeezie s'est pris la tête sur mes questions à moi. Et ça, pareil, c'est payé de fou. C'était payé de fou. Bah pour moi, alors c'était pas un boulot intéressant. Ouais, j'imagine après que c'est des trucs un peu spécifiques où il y a de l'argent, dans le sens où Microids décide pas de faire un jeu qui veut gagner des millions. C'est plutôt les ayants droit de la licence qui veut gagner des millions qui demandent à Microids de faire un jeu qui est probablement beaucoup trop cher payé pour ce que c'est, et que derrière, eux, ils ont un budget à allouer à ce genre de choses, en fait. Et ils ont, en fait, Microids, ils ont ce système de, on fait le jeu avec moins d'argent possible, mais du coup, il faut que ce soit quali pour que ça se vende un max possible à tous les gens qui sont intéressés par la licence. Je vais faire un parallèle. Je ne sais pas si c'est un monde que tu connais. Ça me fait penser un peu au monde de la prestation de service de manière générale. C'est-à-dire que souvent on dit je vais te vendre une presta, je dis un chiffre au hasard, hein, mais je vais te vendre une presta 50 000 euros. Puis le but, c'est d'essayer de faire le truc le plus qualitatif possible pour que le client soit satisfait, mais avec beaucoup moins que 50 000 euros de budget, pour que toi, tu puisses grappiller là-dessus et vivre sur les marches, quoi. C'est complètement ça. Moi, je le connais maintenant, ce monde-là. Et bah du coup, oui, j'ai un Covid plutôt cool parce que j'ai des missions de fou. Je me fais de l'argent, je sors plus, donc vraiment je cumule. Ça me permet de mettre des sous dans Game Story et donc d'avoir un peu plus de choses à faire. Je m'achète du matos et tout et tout. Et 2021, improbable, ma copine me dit faut qu'on aille déménager dans le sud pour mon boulot. Et genre peut-être une semaine après, il y a le chef publishing de Plugin Digital qui m'appelle et qui m'envoie un message sur LinkedIn en me disant t'es dispo? Je fais OK. Moi j'étais terrifié. Vraiment j'étais terrifié. Et il m'appelle, il me fait cette visio et il me dit bah voilà, ça fait quand même pas mal d'années que tu viens sur le stand de Plugin Digital à la Gamescom, donc ce grand salon de l'été du jeu vidéo. À chaque fois que tu viens, tu te moques un peu en disant ouais vos jeux ils sont pas terribles et tout et tout. Ce qui est vrai, hein. C'était un peu la blague. Bah non, on te propose, tu viens, tu chopes. C'est vrai que tu le disais pour la blague ou c'est vrai que les jeux étaient pas terribles? Ou les deux? Les deux. T'avais quand même quelques exceptions, mais c'était très dur. Hein. Enfin, en vrai, pour pas leur jeter la pierre, c'était très dur à l'époque d'avoir le nez dans l'indépendant, en fait. Tout le monde faisait tout et n'importe quoi. Il n'y avait pas les tendances qu'il y avait maintenant. Le jeu vidéo n'était pas aussi installé que maintenant, etc. Mais oui, c'était une galère. Et le gars me dit vraiment, bah, puisque tu te moques, maintenant on te propose de venir à la place du gars qui choisit. Et voilà, t'as un poste. Et en vrai, quand on vient te chercher, bah, c'est dur de dire non. Surtout dans mon cas où moi, on n'est jamais venu me chercher, tu vois. Ouais, puis là, on te propose un truc fixe, durable, un peu plus pérenne, quoi. Bien payé. Alors, en tout cas, c'est la première fois que j'avais plus que le SMIC, tu vois. Ce sera moins payé que la majorité des gens qui ont mon même poste dans d'autres boîtes, mais bien payé. Ça tombe pile au moment où je dois déménager dans le sud, alors que Montpellier, bah, c'est là où est Plugin Digital, donc trop bien, la folie. Et du coup, je ne sais, encore une fois, je comprends pas ce qui me tombe dessus, et je me rappelle avoir ce moment où je suis avec mes potes, et on rigole en disant oh là là, je vais peut-être être le nouveau Game Scout. Donc le Game Scout, c'est celui qui va chercher les jeux et les gens à travers le monde, il voyage, mais aussi tu passes ton temps sur tous les sites internet pour essayer de trouver des petites pépites indées, etc. Et je suis avec mes potes en disant vous vous rendez compte, ça se trouve je serais le Game Scout de Plugin Digital, et je me rendais pas compte. Et c'est un soir, on était un peu alcoolisés d'ailleurs,
où un de mes potes me dit: «Non mais William, arrête de faire la blague, tu vas dire oui». Et je fais: «Mais non, je peux pas dire oui, je suis pas légitime, je sais pas faire». Et ils m'ont dit: «Non, tu dis oui». Et en vrai, bah, ça va changer ma vie, hein. Vraiment, je choisis là en 2021 de dire oui. Je déménage à Montpellier et là, bah, ça y est, je suis dans l'industrie, quoi. officiellement. Et ça change tout. Ça change tout parce que pour la première fois de ma vie, je suis dans une société. Je découvre c'est quoi le monde de tu vis dans une boîte avec des managers, avec des top management. C'est la première fois que tu es salarié dans le privé. Bah, autre que tes petits jobs à droite à gauche qu'on va qualifier d'alimentaire parce que de toute façon, tu te projettes pas dans la durée là-dedans. Donc, C'est ça. Là, ça fait le lien avec Xavier, c'est que du coup, forcément, j'arrête Game Science Story. Et en parallèle, on en avait discuté un petit peu avant parce qu'il était venu sur Game Science Story écrire. J'arrive à Montpellier, ville où Xavier vit. Donc du coup, je le rencontre en vrai. j'allais dire, c'est trop drôle parce qu'au moment où tu te rapproches géographiquement de lui, tu lui refiles le bébé puis tu travailles plus dessus. Et clairement, je lui refile parce que je suis allé au bar avec lui et que je l'ai trouvé cool, hein. C'est la seule raison. Ça aurait été un autre rédacteur du site que j'aurais vu autre part, peut-être que j'aurais proposé. Mais là, je me suis dit, bon, bah lui, il a vraiment la bonne vision et tout, let's go, je lui propose. Il m'a dit tout de suite oui, et je lui ai donné les clés, quoi. Et du coup, moi, c'était cool parce que mon bébé existait encore. Pour moi, dans ma tête, c'était mon seul CV, alors qu'en vrai, c'était quand même plus compliqué que ça. Et en même temps, j'avais plus besoin de m'en occuper. Donc trop bien. Et puis surtout, j'avais pas le droit parce que je pouvais pas être journaliste d'un côté et Gamescom de l'autre, quoi. Donc du coup, ouais, je rentre dans cette boîte. Et alors, je suis resté 5 ans, je vais dire 4 ans et demi. Et je vais dire que pendant 2 ans, c'était lune de miel de fou. J'ai adoré. Genre, tu découvres, tu peux voyager aux frais de la boîte. Ça, si j'avais quel âge? Je vais avoir 32, 33. Première fois de ma vie que je prenais l'avion. C'est une dinguerie. Et je côtoie, franchement, je vais pas te mentir, je côtoie les plus grands du milieu indépendant qui me traitent comme si j'étais leur égal, alors que moi, je sais très bien qu'il y a un mois, j'étais dans ma chambre à écrire sur un site. Et quand je te parle des plus grands, je te parle des plus grands financièrement, des plus grands patrons, pas des plus grands créateurs. Ok. Les plus grands créateurs, tu les côtoies pas parce que les grands créateurs, ils aiment pas trop bosser avec les patrons, quoi. Tout l'intérêt d'un indépendant. Et je vais dans ce monde un peu d'argent et de luxe, etc. Et bah ouais, c'est agréable. Mais du coup, tu te poses toujours des questions, d'où tu viens, etc. Mais tu veux aussi en profiter. Au parallèle, je signe des jeux. Je vois que les jeux que je fais signer en interne, les équipes les aiment beaucoup. Je me fais des vrais amis en interne, que j'ai encore aujourd'hui. Donc vraiment, lune de miel pendant 2 ans. Mais il y a quand même deux, trois pics. Je me dis, ah oui, c'est vrai que c'est une entreprise. Ah oui, il y a ça. Ah oui, les RH, c'est compliqué. Ah oui, les managers, c'est compliqué. Pour avoir un ordre d'idée, c'est quelle taille de boîte à peu près? Moi, quand je suis arrivé, ils étaient 30 et ils ont grossi pendant que j'y suis. Ben, c'est pour ça aussi la lune de miel. Ils ont grossi pendant et on a atteint les 50, 55 vers la fin. Ok, donc ça reste une PME, ça reste pas non plus un méga gros truc. Mais ça a quand même quasiment doublé. Au début. Ce qui a beaucoup d'impact, mine de rien. Ouais. Et en plus, 2 ans après, donc après la lune de miel, ils vont grossir parce ils vont avoir un investisseur. Et là, ça change tout. Là, c'est qu'il y a un top management au-dessus de ton management, au-dessus de ton manager. Et tu fais waouh, ok. Et là, il y a tout qui change. Puis là, il faut rendre des comptes, et il y a des objectifs financiers. C'est ça. Et en plus, on est après la bulle Covid. Parce que pour expliquer aux gens, pendant le Covid, comme on n'avait rien d'autre à faire que du pain et jouer aux jeux vidéo, bah peut-être que pour les boulangers ça a bien marché, mais en tout cas pour les jeux vidéo ça a très bien marché. Et du coup, on ne sait pas pourquoi les investisseurs se sont dit oh là là, il faut investir dans le jeu vidéo, ça marche bien, sans faire la relation avec le jeu vidéo, avec le Covid, ce qui est fou. Et donc ils ont beaucoup investi dans les boîtes de jeux vidéo, ils ont beaucoup mis d'argent sur les projets. Et une fois le Covid arrêté, bah, tout le monde a repris le travail, donc a moins joué. Donc forcément, il y a la bulle Covid a pété. Et les gens ont moins consommé de jeux vidéo et on a dit le jeu vidéo est mort. Pas du tout, c'est juste qu'il a repris son activité d'avant. Mais du coup, tous les investissements étaient pas très malins, quoi. Avec tous les impacts délétères que ça a pu avoir sur un paquet de gens qui se sont fait embaucher, parce qu'il y a eu énormément d'embauches et beaucoup d'emplois qui ont été supprimés maintenant que la bulle est en train de péter, ou a fini de péter, je ne sais pas, mais Non, bah, on les paye encore, hein. On paye encore ce truc-là parce que les projets qui ont été signés pendant le Covid continuent à sortir. Et forcément, dès qu'il y a des échecs, eh ben, on vire les gens, quoi. Donc c'est un peu l'enfer. Donc ouais, je découvre ce monde-là. D'un côté, j'adore ce que je fais. De l'autre, je suis pas écouté. Je vais avoir mes premiers succès. Je vais aussi avoir mes premières défaites. Avant mon premier gros succès qui est sur un Caravan Sandwich, un jeu vidéo qui est sorti il y a 2 ans maintenant, il n'y a pas vraiment de jeux entre guillemets à moi qui sortent. Je dois faire avec les jeux d'avant, parce que ça prend longtemps de faire un jeu vidéo, c'est minimum 3 ans. Et là, je vois surtout qu'on commence à signer des choses en mon dos. Enfin, en gros, j'ai pas le pouvoir que j'aimerais avoir, tu vois. Et je me dis, ah mince, c'est vrai, je travaille pour une grosse boîte. C'est-à-dire que tu es toujours sur ce truc de non, tu n'auras pas les pleins pouvoirs parce que tu as un manager qui a un manager qui a un manager. Et j'en veux à personne, je comprends. C'est un peu comme ça que sont faites les boîtes. Et non, je n'aurai pas le décisionnel sur les jeux qu'on va signer, quoi. C'est plus une discussion qu'on aura entre nous. ouais, puis après, c'est. Alors,
on les aime ou on les aime pas, puis il y aurait beaucoup de choses à redire, mais en l'état aujourd'hui, c'est ça les règles du jeu. Et ça vient avec une sécurité à minima partielle de l'emploi, avec un salaire fixe, avec, tu vois, t'as pas les pleins pouvoirs, mais t'as autre chose en contrepartie. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que t'es prêt à faire comme sacrifice? C'est une autre question. Et est-ce qu'on veut ça comme règle du jeu pour la suite? C'en est encore une autre. Mais aujourd'hui, c'est ça les règles du jeu en tout cas. Complètement d'accord. C'est pas quelque chose que. C'est pas ma vision du monde, mais en tout cas, cette vision existe. C'est les règles du jeu et j'essaie de m'y plier. Le problème, c'est que je vois bien que ma passion, elle est plus débordante que ça et que je commence un peu à me trahir en fait. Je commence à trahir mes convictions, je commence à trahir les gens qui m'entourent. Quand je parle à un dev, lui il me parle de passion, d'humain, de création. Je suis pas dans ce monde-là. Je suis pas dans le monde de l'art. Je suis dans le monde qui va utiliser l'art pour faire de l'argent. Et l'art, on est très content parce que c'est comme ça aussi que l'art continue parce qu'il se fait de l'argent aussi via ça. Mais je vois que c'est pas une bonne balance et je suis pas au bon endroit. Et les 3 années d'après, enfin 2 et demi, vont être plus douloureuses. Déjà parce que la bulle va péter. Donc du coup, on va avoir mon manager va se faire virer, va être remplacé par un manager qui a d'autres idées, avec qui je m'entends bien. Moi, humainement, j'ai jamais eu trop de problèmes avec le monde. Je m'entends bien avec tout le monde. Mais par contre, oui, on n'est pas alignés. Et dans ce genre de travail, quand tu viens d'où je viens, et je veux pas faire le Calimero, mais quand tu viens de la galère et d'essayer de trouver un moyen de t'en sortir, tout ce qui est confortable te met pas forcément bien. Et je le voyais qu'on m'envoyait en voyage ou qu'on m'envoyait à des salons juste pour me dire bah, pendant ce temps, tu fais rien. Pendant ce temps, tu fais ton boulot de. Tu repères des jeux, tu repères des développeurs, mais au bureau, bah, ils peuvent avancer. Et même si c'était pas vrai, c'était l'impression que ça donnait, forcément, puisque tu es un peu décorrélé de ta propre passion et de tes propres convictions. Du coup, j'enchaîne les events, et là vient le problème qui, mais pour le coup, est à 50% de ma faute, 50% de la boîte, c'est que je me fatigue de fou. Je passe mon temps en voyage, c'est fou de dire ça, pour oublier le fait que je commence à avoir moins d'impact sur ce qui se passe dans la boîte. Et va arriver ce qui doit arriver, c'est que, pour la faire courte, donc on a déjà un succès, on a Caravan Sandwich qui est sorti, on chope 2 Pégases, moi je suis très content. Pour ceux qui connaissent pas les Pégases, c'est l'équivalent des Oscars du jeu vidéo en France. Ouais, c'est ça. C'est une cérémonie française qui distribue des prix pour les créateurs français. C'est assez récent, hein. Ça a quoi? Ça a 4-5 ans? Ça a Ça 4-5 ans, ouais. Et les Pégases de Caravan, je savais pas qu'on allait les avoir, mais je m'en doutais un peu parce que le jeu avait vraiment percé. J'étais très content de moi, vraiment. Et c'était le premier de mes jeux qui était vraiment marquant. Il y en aura eu d'autres après. Et il y en aura d'autres d'ailleurs après, là. Même si je ne suis plus, il y en a encore 2-3 qui sortent bientôt. Et je vois que mon boulot est bon. Je vois que les gens sont contents. Vraiment, rien à me reprocher, si ce n'est d'être un peu pas du tout en corrélation avec l'esprit de la boîte. Et arrive fin 2024, je suis fatigué d'un point énorme. Vraiment, j'arrive en fin novembre, je n'en peux plus. Et il y a beaucoup de vacances en retard. Du coup, je demande à la RH si j'ai le droit de prendre toutes mes vacances en mode décembre et de faire un mois vide. Et en fait, la particularité à la plugin, c'était que à la fin du mois, Noël, tu étais obligé de prendre ta semaine. Parce que de toute façon, la boîte est fermée. Du coup, tu prenais ta semaine. Donc, je lui dis, bah finalement, donne-moi 3 semaines de plus et je ne viens pas en décembre. Pas de souci. Je viens pas en décembre. Trop bien. Je me repose. Et là, début janvier, je dois reprendre le travail. Et tu sais, la boule au ventre que t'as quand tu veux pas aller à l'école en quatrième, quoi. La même. Et j'arrive pas à identifier, tu vois. Parce que moi, je me dis, tu peux pas te plaindre. Tu voyages, tu vois plein de gens, tu kiffes dans l'industrie que t'aimes. T'as pas le droit de te plaindre, en fait. Et là, c'est un peu c'est cliché, hein, mais c'est un peu, quand tu galères, une fois qu'on t'en donne un peu, t'as l'impression de jouer les caliméros dès que ça va pas. Mais en fait, très humain et très, psychologiquement, c'est pas si simple. Je vais me permettre une aparté rapide. Je le referai de toute façon à la fin de l'épisode, mais à la fin de chaque épisode, j'essaye de prendre un petit temps pour parler santé mentale au travail. Ok. Et en fait, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu es dans une situation à ce moment-là où tu trouves que tu n'es pas légitime de te plaindre. En fait, tu devrais jamais te mettre dans une situation, et c'est facile à dire, hein, c'est toujours très difficile à faire sur soi-même, mais on devrait jamais accepter de se mettre dans une situation où on refuse de se plaindre. Si on a envie de se plaindre, c'est probablement qu'il y a quelque chose à travailler quelque part. Ça ne veut pas dire que le niveau de plainte est juste par rapport au problème qui est à régler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution pour régler ce problème, mais dire non, je ne suis pas légitime parce qu'il y en a d'autres qui galèrent plus, parce que j'ai plus galéré dans ma vie avant, c'est pas une raison valable parce qu'en fait, ta santé mentale et ta santé physique, elle évolue au fur et à mesure et ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain, ne sera pas vrai après-demain, les choses changent et si t'es pas bien à ce moment-là, c'est dur de l'accepter. En fait, on s'en fiche que tu te serais pas plaint d'avoir cette situation-là 2 ans, 5 ans avant, quoi. Ah, je suis complètement d'accord. Mais ouais, il y a cette situation-là où vraiment je suis pas heureux, quoi. Je le vois bien. Mais je me dis, bon, bah, c'est toi, t'abuses. Je retourne au travail et bon, au travail, je me suis fait ma meilleure amie. Ma meilleure amie actuelle est prod. Elle est dans une autre boîte maintenant, mais c'est vraiment ma meilleure amie. J'ai jamais eu une amie comme ça dans ma vie, vraiment. Donc c'est trop cool d'avoir ça au travail en plus.
Donc j'ai une raison d'aller au travail quand même. En plus, il se passe des choses qui sont un peu marrantes parce que vu qu'il y a plusieurs strates de management, forcément, il se passe des choses un peu ridicules et plutôt que d'être déçu, on en rigole. Donc en vrai, c'est un peu marrant d'aller au boulot, on va pas se mentir. Et il arrive ce moment en janvier, je dirais vers le 12-13 janvier, un truc comme ça, je me rappelle. Je suis vraiment dans l'open space et d'un seul coup, je me mets à pleurer sans aucune raison. Et limite, j'en rigole après. Juste après, j'en rigole. Il y a des signes, Ah ouais. il y a des signes qui ne trompent pas, hein. Et ma pote qui est très terre à terre, qui est quand même pas dans l'émotionnel, me regarde, elle me dit: «Ça va pas. Non, ça va pas». Je finis la soirée quand même, je rentre, je tremble et tout, je vais pas bien du tout. Moi, dans ma tête, je me dis: «Bon, j'ai chopé une maladie, ça va pas, ou il y a un truc tu vois? Je comprends pas, tu vois? J'arrive pas à faire le lien. Je refais encore une petite pause. Tout à l'heure, un petit peu avant dans l'épisode, tu disais que tu étais en couple. T'as sous-entendu, en tout cas, que tu ne l'étais plus aujourd'hui. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu vas pas bien, tu es tout seul quand tu rentres le soir ou il y a quelqu'un qui peut voir un peu comment tu réagis? Je suis tout seul. En gros, on s'est séparés avec mon ex, on s'est séparés un an après mon arrivée à Plugin. Pour des raisons logiques de j'étais à fond dans ma passion, elle aussi, et du coup, de la classique, quoi. Ok, mais c'était plus, moi, mon point, c'était plus, t'as pas quelqu'un qui te permet de dire, oula, il y a un truc qui a changé, t'es tout seul à la maison. Très bon point, effectivement, bravo. Tout à fait. Moi, je suis vraiment tout seul avec mon chat à l'époque et voilà, quoi. Et arrive ce moment où je me dis: «Bon, bah, je vais chez le médecin, quoi». Je vais chez le médecin et le médecin, il a pas attendu. J'ai eu de la chance parce que le médecin m'a dit: «Ah, vous bossez dans le jeu vidéo? Ma fille bosse à Quantic Dream, je sais très bien comme c'est compliqué. Heu, bah, je vous cache pas que là, ça sent le burn-out» et vraiment le mot burn-out m'a mis plus bactère. Alors, pareil, pour remettre un peu de contexte sans refaire tout l'historique, vous pourrez taper sur Google. Quantic Dream, grosse boîte de jeux vidéo française qui a fait des jeux à succès énorme, hein, qui a malheureusement pour la boîte un dossier long comme le bras de problèmes de management, de burn-out, de surcharge, de harcèlement et toutes sortes d'affaires vraiment pas joyeuses. Non, clairement pas. Après, c'est un peu l'habitude dans le jeu vidéo maintenant malheureusement, comme c'est des vieilles boîtes, Ouais, non, mais c'est plus que du coup, le médecin, il a vraiment une vision hyper négative du truc parce que sa fille a probablement vécu dans les choses les vraiment moins drôles à vivre, en plus médiatisées. Bon, et c'était cool parce que moi, j'avais trop peur de devoir expliquer à quel point le jeu vidéo, c'était pas forcément fun et là, j'ai pas eu besoin et surtout, il m'a vu et il m'a tout de suite dit ça et là, il m'arrête un mois entier et il me fait: «Stop, vous arrêtez, vous en parlez» et il m'a dit: «Vous voulez continuer?» et j'ai fait: «Ben» et là, je commence à lui parler et il m'a dit: «Non, vous avez pas envie de continuer, en fait. Posez-vous la question, est-ce que vous voulez continuer ou pas? On se revoit dans un mois». Finalement, je vais le revoir 2 semaines après parce que j'ai trop envie de lui en parler et là, il me dit: «Bah, moi, je vous conseille de partir, en fait. Vous demandez à partir et puis et ce sera mieux pour vous». Et là, d'avoir le médecin qui est si radical sur cette situation, c'était terrifiant, très douloureux parce que du coup, je me remettais en question. «Ah oui, mais t'es nul, mais tu arrives, tu vois, tu gâches tout» et cetera. Il y avait tout ça. Heureusement, j'avais mes amis qui, eux, ont été complètement, ils ont été très présents pour moi. Et au-delà de ça, ce qui s'est passé, il y a eu 2 points vraiment importants qui m'ont décidé à partir. C'est le premier, il y avait un autre salon qui était en France et du coup, bah, je pouvais pas y aller. J'y suis allé quand même moi-même en civil, on va dire. J'ai vu des amis, j'en ai parlé, des amis de l'industrie, des éditeurs, des développeurs, des gens vraiment importants dans l'industrie qui m'ont dit: «Mais William, ça fait un an, on voit que tu vas pas bien». Je suis: «Ah, OK, parlons-en davantage» et on s'est retrouvés au bar jusqu'à pas d'heure. pourquoi vous me l'avez pas dit avant? C'est ça. Et ils ont dit: «On était gênés, on croyait que tu savais» parce qu'en plus moi je suis un peu en mode: «Ah non mais tout va bien les gars, c'est bon», je parlais vraiment de la charge mentale que j'avais globalement de, moi j'ai un peu un masque au travail qui fait qu'on a l'impression que je suis super, super ouvert et tout alors qu'en fait moi j'adore m'enfermer et je fais un peu semblant avec les gens de m'ouvrir à eux parce que si je me force pas, je sais que je vais complètement me fermer et rater des opportunités. Donc comme j'avais ce truc-là, il se disait: «Bon non, mais William, tout se passe bien pour lui, c'est pas grave» et là vraiment unanimement, une dizaine de personnes qui ne se connaissent pas forcément en plus me disent: «Bah non, mais nous on l'a vu quand même, ça se voyait». Ça m'a fait mal et en même temps c'était important. Et le deuxième point, c'est un peu avant que je commence à me dire: «OK, je vais partir». Sur LinkedIn, il faut savoir que dans les pays, comme le Brésil ou, l'Espagne ou l'Argentine, c'est souvent des femmes qui dominent dans le jeu vidéo, tout simplement parce que les hommes s'en sont pas emparés beaucoup là-bas. Parce que c'est pas une culture qui rapporte beaucoup d'argent. Du coup, forcément, le cliché un peu de l'homme blanc de l'époque va pas aller vers là. Par contre, oui, tu vas avoir les femmes, sur place qui vont essayer d'entreprendre là-dedans, donc voilà. Et j'ai une amie là-bas qui dirige un des plus gros pôles, de jeux vidéo, indépendants, au Brésil, qui me dit: «William, tu jamais venu au Brésil, est-ce que ça t'intéresse?
en avril, là, donc là, on est un peu fin février, début mars. Hein. En avril, est-ce que tu veux venir à cet event On est en quelle année là? 2024? Elle me dit, est-ce que tu veux aller en avril, avril-mai, je sais plus quand, à cet event au Brésil, c'est tout frais payé, et vraiment c'est la totale, l'avion, l'hôtel de luxe, etc. C'est la fête et tout. Et moi je lui dis, alors, j'aurais adoré, mais par contre, je te le dis qu'à toi, mais je vais sûrement partir de Plugin Digital. Et la personne me répond, non mais j'ai pas demandé à Plugin Digital, j'ai demandé à William. Et j'ai fait, waouh. Et vraiment, je me vois Ça doit faire du bien à l'ego, ça. je me vois pleurer tout ce que je peux. J'ai pleuré tout mon burn-out d'un coup en une soirée, quoi. Et vraiment, je me suis dit, ok, je m'en vais. Ok. Et c'est la première fois de ma vie où je me rends compte de mon réseau. Ouais. Et c'est fou d'avoir attendu tant de temps. Et du coup, t'es parti avec une démission. T'as vraiment posé ta dème. J'ai pris une rupture conventionnelle. Ok. Ils ont accepté? Ouais, ils ont accepté tout de suite parce que. Mais c'est très intelligent. Et en plus, encore une fois, j'étais vraiment pas en froid avec eux. On s'entendait Oui, bien super sûr. bien. Et ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. J'ai fait une petite propale qui a été acceptée tout de suite. Puis c'est dans l'intérêt de tout le monde, puisque moi j'ai encore des projets là-bas, etc. Quoi. Et du coup, ouais, j'ai ce moment de LinkedIn là qui me fait ça. Et du coup, je suis parti. Et j'ai dit, je veux plus entendre parler de jeux vidéo, j'en ai marre et tout. 2 semaines après. J'allais dire, ça n'a pas duré longtemps cette histoire. Ah non, non. 2 semaines après, je suis en call avec une pote belge qui est artiste. Et je lui dis, ah, j'aimerais bien faire ci, ça et tout et tout. Elle me fait, mais tu veux que je te fasse un logo? Ah, ça serait malin et tout et tout. Et du coup, je crée Sourcing in the Rain, qui est mon boulot actuel. Qui est en gros ce que je faisais à Plugin, mais à mon compte. Et plutôt dirigé vers les développeurs, encore une fois. J'aide les développeurs à faire des meilleurs jeux, à mieux se vendre auprès des publishers, à donner des bons conseils, etc. Et j'aide aussi les publishers à faire des scopes. Donc en gros, c'est, imaginons, on a mis beaucoup trop d'argent sur un jeu. Ils voient que le projet part en vrille. Bah, ils peuvent m'appeler pour dire, OK, William, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qu'on devrait faire? Sortir la tête du guidon, tu vois. Et donc voilà, maintenant j'en suis là. Trop cool. Du coup, ça fait 2 ans que t'es à ton compte et que tu bosses là-dessus. Ça fait. Ah, mais non, j'ai dit une bêtise, c'était 2025. C'est 2025 que je suis parti. Mais oui, c'est parce que ça va faire un an en avril. Ah oui, j'ai dit une bêtise. Ok. Ah, désolé pour les dates. Non, non, bah, c'est pas dramatique non plus. Pour l'instant, ça te plaît toujours autant. T'es toujours super heureux d'avoir pris ce choix-là. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand je suis parti en burn-out, après, on m'a dit, faut aller voir un psy. J'étais jamais allé voir un psy. Du coup, ça a solutionné des problèmes. C'est cool. Mais comme je suis allé voir un psy, j'ai voulu me reprendre en main. Du coup, j'ai commencé à avoir une coach sportive. Ça solutionne aussi beaucoup de problèmes. Et en plus de créer ma boîte, ça veut dire que depuis, donc là, ça va faire 8 mois, 9 mois, ça fera un an en avril. Bon, ça fait un peu plus, mais ça fera un an en avril. Je n'ai jamais été chercher de contrat. C'est-à-dire que c'était que mon réseau qui venait vers moi. Quand t'es à ton compte, moi je le vois, je suis pas à mon compte, mais quand je vois tous les gens que je connais qui sont à leur compte, pas dans le jeu vidéo, mais peu importe en fait le secteur d'activité, globalement, tu as toujours une période quand tu démarres de faut te faire un réseau, tu finis par connaître du monde, etc. etc. Et plus tu avances dans le temps et plus tu as un réseau, moins tu as besoin de faire ce travail-là et plus les choses viennent à toi, sous réserve évidemment que les gens sont contents de ton travail. Et en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que toute la première phase qui dure plusieurs années, où tu te construis un réseau, où tu fais ton truc, tu l'as déjà faite. Et en fait, c'est tout ton travail bénévole des années précédentes qui paye, tout ton travail chez Plugin et chez les autres trucs, pour le coup, sous contrat qui paye. Et c'est le travail d'une carrière, en fait, qui est en train de payer aujourd'hui et que tu peux te féliciter pour ça, je pense. Non, mais t'imagines, devant la psy, à 40 ans, elle te dit exactement ça, et elle te dit qu'est-ce que vous en pensez, et toi, tu le réalises, quoi. Et tu fais waouh, ok. Et tu veux pas l'accepter, parce qu'encore une fois, complexe de l'imposteur, etc., tu te dis non, non, mais il faut pas que je sois. Là, ça va mieux. Mais oui, et c'est grâce aussi à cette personne au Brésil, parce que 2 jours, non, c'était 2 semaines, même pas, après avoir créé la boîte, en auto-entrepreneur en plus, c'est même pas une boîte à proprement parler pour l'instant. Elle me dit, allez hop, tu viens au Brésil. Et du coup, je suis légitime au bout de 2 semaines. Je me retrouve au Brésil devant des développeurs qui me disent, c'est quoi ta boîte? C'est ça? Ah, super et tout, j'aide, je suis payé pour ça. T'as pas encore eu le temps de faire tes cartes de visite. J'ai pas de carte de visite, j'ai toujours pas de carte de visite, j'ai que des stickers. Et c'est un truc de fou. Et Après, je sais pas si ça se fait encore tant que ça, surtout dans une industrie comme celle-là, la carte de visite, je pense que t'es plus. Je vois bien le sticker, c'est avec un site, quoi. Et franchement, c'est très intelligent ce que tu dis parce que du coup, moi, à partir du moment où tu me donnes une carte de visite dans le jeu vidéo, c'est que tu viens d'une autre époque. Et c'est une information. Ouais, c'est ça. Et en soi, c'est OK, hein, mais c'est une information sur d'où tu viens et quelle est ta carrière. Si tu es jeune et que tu me donnes une carte de visite, c'est que tu sors d'école de commerce ou qu'on t'a dit de faire comme ça, et c'est pas bon. Mais ouais. Non, moi, j'ai des stickers colorés en fonction de l'event où je vais, comme ça, les gens les collectionnent. Et tu vois, là, j'étais à un event il y a 3 semaines et j'ai vu quelqu'un en Italie
Et j'ai vu quelqu'un sur son portable avoir 2 couleurs différentes et je fais: «Tu as eu ça où?» Parce que je t'ai jamais vu. Et elle m'a dit: «Ah, j'étais à la Gamescom, quelqu'un m'a donné ça et tout». Je fais: «Qu'est-ce qui se passe?» C'est tellement intelligent, c'est trop cool. Mais c'est le résultat de tout ce que j'ai vu, parce que c'est ça le problème d'être curieux, c'est que moi je suis à Plugin, entre 2 missions, je traîne dans les locaux, je traîne avec les prods, je traîne avec les release managers, traîne avec les commerciaux. Du coup, j'apprends plein de choses et je ne serai pas capable d'être producteur demain, mais je pense que je serai une bonne aide à la production. J'ai les bases et du coup ces bases-là, je peux les communiquer aux développeurs indépendants et cetera. Donc c'est assez fou et c'est juste être une sorte d'éponge de toute cette information, quoi. Cet épisode dure déjà plus d'1 heure. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de l'épisode pour avoir la fin du témoignage de William. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Boulot jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé notre discussion enrichissante et qu'elle vous a donné des pistes de réflexion sur votre propre relation au travail. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça permet au podcast de se faire connaître. Pour continuer la conversation, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. C'est un espace parfait pour échanger des idées, partager des expériences et poser des questions sur les sujets abordés dans le podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Blue Sky, LinkedIn et Instagram pour rester informé des prochains épisodes et des actualités autour du podcast. Toutes les infos pour me suivre sont également dans la description. Enfin, si vous avez envie d'enregistrer un épisode, des invités que vous aimeriez entendre ou encore des suggestions de sujets, faites-le moi savoir. Encore merci d'avoir écouté ce podcast, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au boulot!